Coucou, nous sommes samedi, il est 15 heures et figurez-vous que d'une part je n'ai pas filmé encore, mais surtout je n'ai rien lu de la journée. Donc ça commence très très bien ce ridaton. Bon après il faut savoir que je lis beaucoup plus la nuit, donc j'espère me rattraper. Je voulais introduire parce que, bon alors déjà ce matin j'ai travaillé, donc c'était mort, c'était pas possible, mais aussi je voulais vous montrer la palle que j'ai prévue pour ce week-end, puisque je me suis fait un peu une palle à part. Est-ce que c'est bien intelligent? Je ne sais pas vu tout ce que je suis en train de lire à l'heure actuelle, mais il y a quelques trucs que j'aimerais bien passer assez rapidement, enfin quand je dis passer ça veut dire lire assez rapidement, soit parce qu'il le faut, soit parce qu'ils me font envie et que c'est toujours un peu l'occasion quand on fait un événement particulier de mettre des livres en avant qu'on a tendance à repousser indéfiniment et c'est dommage. Donc c'est parti, je vous présente tout de suite ma palle. Alors, je vais vous présenter 2 romans et 3 graphiques que j'aimerais bien lire ce week-end. Est-ce que ça sera possible? Je ne sais pas, nous verrons bien. Le premier roman que j'aimerais vraiment lire ce week-end, c'est La fille de la supérette de Sayaka Murata, qui est la lecture commune de janvier du Patreon de Paper Palace, que je dois lire depuis début janvier a priori, et que j'ai toujours pas pris le temps de lire alors que c'est un tout petit livre. Donc si ça pouvait passer cet après-midi, ça serait génial. Je ne sais plus bien de quoi ça parle, ça va parler je crois de mémoire. Hein. Ça parle d'une femme qui a passé la trentaine, qui est japonaise et qui n'est pas mariée, ce qui au Japon apparemment est plutôt un signe d'échec dans la vie que de réussite, et elle travaille dans un combini de mémoire. Je vous en reparlerai quand je l'aurai lu, c'est tout petit, ça va pas faire très long feu. Deuxième lecture que j'aimerais vraiment faire ce week-end, c'est Les meurtres de Molly Sasbourne de Ted Thompson, qui va parler, je ne sais plus pareil, comme toujours, je ne me rappelle plus, mais je vous ai lu le résumé plein de fois. Ça avait l'air assez intriguant, donc j'aimerais bien le lire et vous en reparler. Ça fait 120 pages, j'ai pas d'excuses. Donc ça, c'est vraiment les 2 romans que j'aimerais lire ce week-end, en sachant que en parallèle, je suis quand même sur la lecture commune de la justice de l'ancillaire, que je suis en lecture commune sur le Branderson avec Pénélope et potentiellement sur l'espace d'un an de Becky Chambers. À voir si Pénélope, qui fait aussi le ridaton, va vouloir plutôt lire ses bouquins de Pâle, de ridaton, ou continuer, même si, en fait, a priori, le principe d'un ridaton, c'est de lire le plus possible, donc peu importe, mais on verra, on n'en a pas discuté. Et moi, j'aimerais vraiment bien quand même avancer la justice de l'ancillaire, sinon je ne vais pas m'en sortir, vu que chaque jour, je prends du retard sur la lecture commune et que j'ai très envie de le ramener mercredi, de le terminer, de le ramener mercredi à la médiathèque, avec celui-ci tant qu'à faire. Ensuite, les 3 graphiques, c'est 3 emprunts médiathèque aussi. Le premier, c'est Peau de 1000 bêtes de Stéphane Fer, qui va parler de... Je n'ai absolument aucune idée de quoi ça parle, très franchement. Je l'ai vu passer sur la chaîne de Thiboudou, qui l'a lu et qui a lu en fait aussi celui-ci. Enfin, qui a lu celui-ci et avant celui-ci et qui les a recommandés. Il y en a un troisième qui n'était pas ma médiathèque. Donc je ne sais plus du tout de quoi parle Peau de 1000 bêtes, je vous en reparlerai. En tout cas, les dessins m'appellent, me parlent. Je les trouve très intéressants, moi j'aime beaucoup. Voilà, je suis désolée pour les reflets. Je trouve ça très joli, c'est assez sombre, j'aime bien, ça m'inspire. Est-ce que, étant donné la couverture, il n'y aurait pas une petite réécriture de peau d'âne dans l'histoire? À voir, je vous en reparle. Et enfin, Blanc autour, ça parle d'une école pour jeunes filles noires, je crois. Donc, je sais plus, je le lis, je vous en reparle, il paraît qu'il est génial. J'ai très envie de découvrir les deux sont du même auteur-illustrateur, donc c'est l'occasion rêvée pour les lire. Dernière lecture prévue dans cette palle et qui est aussi un graphique, c'est Carbone et silicium de Mathieu Bablé. J'en avais entendu parler, je vous avais dit, sur la chaîne de Cornelius. Enfin, je vous l'ai dit ou je vous l'ai pas dit? Peut-être pas. Je l'avais vu passer sur la chaîne de Cornelius et même s'il avait un avis de mémoire un peu mitigé, ça m'avait bien intrigué. Il était à ma médiathèque, je me suis dit que c'était l'occasion. Par contre, je ne m'attendais pas à un tel volume, voilà, en termes de taille et d'épaisseur, c'est un beau bébé quoi. Donc je vais lire Carbone et Silicium qui parle d'intelligence artificielle, je n'en sais pas plus, et pareil je vous en reparlerai. Je ne sais pas dans quel ordre je vais lire tout ça, je ne sais pas par quoi je vais commencer, je pense que ce que je vais faire là maintenant, c'est que je vais tourner ma palle pour la mettre sur Insta parce que j'avais très envie de le faire, et quand j'aurai fait ça, j'attaquerai La fille de la supérette avant toute chose parce que je suis persuadée qu'en 2 heures c'est lu maximum et que comme ça m'en fera un déjà qui sera lu
et ça m'évitera d'attaquer directement avec la justice de l'ancillaire, de galérer parce que c'est assez complexe et après du coup d'avoir besoin d'une pause et de voilà de pas réussir à enchaîner. Donc je pense que je vais attaquer avec la jeune fille de la fille de la supérette et puis après nous verrons, ça sera peut-être l'heure du goûter, ça sera non, l'heure du goûter sera passée à mon avis, mais ça sera peut-être l'heure de je ne sais quoi et j'enchaînerai avec autre chose. On va voir. Je vais essayer de vlogger un petit peu plus sérieusement que j'ai pu le faire par le passé. Parce que c'est un ridaton organisé par Nina Quill et que j'ai très envie d'essayer de faire quelque chose qui se rapproche un peu de sa façon de faire, où elle fait vraiment beaucoup de points. Elle fait quand même pas mal de prises de vue et de points. Et en fait, j'aime bien ses vlogs, donc pourquoi ne pas essayer d'imiter ça et de faire quelque chose qui me plaise, quoi. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais ranger le bazar parce que j'ai tourné une vidéo plantes et qu'il y a des plantes partout. Quand j'aurai fait ça, je me ferai un café et quand je me serai fait un café, je me poserai pour lire La jeune fille de la supérette et je vous en reparle dès que c'est fait. Cette intro a bien assez duré, donc on y va, c'est parti. Alors, je viens de terminer La fille de la supérette de Sayaka Murata et je vous fais un point avant d'aller faire dodo, d'où ma tenue de Sakai, il est tard, voilà. Donc, je n'ai lu que ça aujourd'hui, j'ai pas beaucoup lu parce que j'ai fait plein de trucs, que j'étais un peu fatiguée et comme par hasard, c'est quand je décide de me lancer dans un ridaton que je ne lis pas, mais soit, c'est pas grave. Donc, La fille de la supérette, ça va parler de Keiko, qui est une femme de 35 ou 36 ans, qui n'est pas mariée, qui n'a pas d'enfant et qui travaille dans un combini en tant que temps partiel, donc ce serait l'équivalent peut-être d'un CDD, quelque chose comme ça, sauf que ça fait 18 ans, donc depuis qu'elle a 18 ans, et ça fait 18 ans, donc elle a 36 ans, c'est ça. Et dans la société japonaise, c'est très mal vu d'être une femme de cet âge-là qui n'est pas mariée, qui n'a pas d'enfant, qui n'a même pas un emploi stable où elle gagne bien sa vie. En gros, elle est une espèce d'anomalie pour
son entourage et tous les gens qui la fréquentent et la connaissent. Et en fait, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien que Keiko a un fonctionnement différent de la norme de la majorité des gens. Et je crois avoir vu passer sur internet quand je l'avais acheté quelque chose autour de l'autisme. Je pense qu'elle a un syndrome autistique ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est ce que j'avais vu passer. J'en suis pas sûre, donc à vérifier. Je me suis pas plus renseignée, hein. Je suis pas en état là. Mais soit. Ça va traiter d'anticonformisme, de toute évidence. Et à un moment donné dans sa vie, donc quand on commence le roman, un nouvel employé arrive qui s'appelle Chihara, qui est un homme de 35 ans et qui est dans des conditions sensiblement similaires, à savoir qu'il n'est pas marié, qu'il n'a pas d'enfant et qu'il veut se faire embaucher comme temps partiel lui aussi. C'est un personnage, le personnage de Chihara, qui est très très antipathique. Mais Keiko voit en lui des similitudes avec sa propre situation, à savoir qu'il est jugé, qu'il est rejeté parce qu'il est différent, et comme elle n'a pas le même fonctionnement que tout le monde, elle n'est pas franchement dérangée par sa façon d'être, de parler, son sexisme, sa manière d'être désagréable, etc. La seule chose qui la dérange en fait chez lui, c'est qu'il ne travaille pas bien et que elle, sa seule obsession dans la vie, son seul intérêt, son seul centre d'intérêt, c'est le combini où elle travaille et c'est les habitudes qu'elle a établies là-bas. Et c'est le seul défaut qu'elle voit franchement chez lui, en tout cas de ce qu'on saisit, parce que le reste, elle s'en fout un peu. Elle est dans une logique très terre à terre et très premier degré, où elle ne prend pas mal quand on lui dit des choses parce que, ok, c'est d'accord, c'est vrai, c'est ok, elle accepte. Elle estime que si les gens disent des choses vraies, pourquoi pas, même si elle n'apprécie pas bien qu'on se mêle constamment de sa vie, mais en même temps, elle est tellement prise par la peur de décevoir ses parents, décevoir sa sœur parce qu'elle n'est pas normale, parce qu'elle ne fonctionne pas normalement, qu'elle ne pense pas normalement. En tout cas, quand je dis normal, c'est pas normal, c'est selon la norme. C'est pas normal, genre comme s'il y avait des choses anormales ou pas, mais en tout cas pas comme selon la norme, pas de manière classique, on va dire. Et elle essaie de dissimuler ça, elle essaie d'être une sorte de caméléon en observant ses collègues et en reproduisant leur façon de parler, leur façon de se comporter, leur façon de s'habiller, etc. Et elle essaye de se dissimuler dans la masse de cette façon-là, en faisant oublier qu'elle n'est pas comme tout le monde. Et pour essayer d'avoir la paix en fait, et de vivre sa vie, et elle est très très heureuse comme ça, mais il faut qu'elle le cache parce que ce n'est pas normal d'être heureux de cette façon. Je sais pas si je suis claire, il est tard, je suis fatiguée. Donc ça va principalement traiter de la thématique de la difficulté de trouver sa place dans une société qui est extrêmement normée, extrêmement codifiée, extrêmement traditionnaliste, très conformiste, et surtout de trouver sa place, comment on peut dire, officiellement, parce qu'en fait, elle, sa place, elle l'a trouvée et elle n'en veut pas une autre. Mais comment trouver sa place entre ses besoins à elle, ses envies à elle, et ce qu'on attend d'elle, ce que la société surtout attend d'elle, et réussir à faire le double jeu. C'est hyper intéressant parce que même si Keiko s'épanouit dans cette situation, enfin elle est heureuse comme ça, elle n'a pas envie d'avoir un conjoint, elle n'a pas envie d'avoir d'enfants, elle n'a pas envie de se marier, elle n'a pas envie de changer de travail. Donc même si elle est heureuse comme ça, en fait ça pose aussi la question de toutes les personnes qui sont dans la même situation qu'elle, mais qui ne s'épanouissent pas dans cette situation parce que eux ont ce schéma normatif gravé dans leur esprit et qu'il est difficile pour eux de vivre avec ça, quoi. De vivre en décalage avec la société, de vivre en décalage avec les attentes. Et je pense qu'il y a plein de femmes, notamment au Japon, qui se retrouvent dans cette situation mais qui n'en sont pas heureuses parce qu'elles sentent le poids du jugement d'autrui, elles sentent le regard, elles sentent la déception aussi des autres, de leur entourage. Et c'est difficile, je pense, pour ces femmes-là, et elles ne s'épanouissent pas dans cette vie-là. Bref, donc ça pose toutes ces questions qui sont hyper intéressantes, bien évidemment, qui peuvent aussi faire écho à nos propres normes occidentales, à nos propres règles, à nos propres attentes, même si ça se manifeste peut-être pas pareil, même si on est peut-être moins officiellement traditionnaliste, mais, oui, mais bon, voilà. Être une femme à l'heure actuelle, même en Occident, de 35 ans, qui vit de petits emplois, qui n'est pas mariée, qui ne fréquente pas d'hommes, ça reste relativement jugé, à part si on a la chance d'avoir un entourage très ouvert d'esprit, mais faut pas se faire d'illusions. Je veux dire, à partir du moment où on est une femme, on attend de nous qu'à un moment ou un autre, on se marie et on fasse des enfants. Concernant le style de Sayaka Murata, c'est très simple, ça va à l'essentiel, c'est très sobre,
mais ce n'est pas dénué de petites pointes d'humour, de petites pointes de sarcasme, de petites pointes d'ironie, vous voyez, c'est un peu piquant quand même. Ça veut dire que l'écriture est simple, n'a pas de fioritures, va à l'essentiel, un petit peu en fait à l'image de l'esprit de Keiko, hein, mais on sent bien la critique qu'il y a derrière, on sent bien les réflexions qu'il y a derrière. C'est simple en apparence, mais c'est chargé de plein de choses malgré tout. Et c'est très plaisant à lire, ça se lit très vite, ça se lit très bien. C'était ce qu'il me fallait vu la journée un peu compliquée d'un point de vue lecture. Il m'aurait pas fallu quelque chose de plus complexe en termes de style. Là c'était très bien et je pense aussi que c'est très cohérent en fait avec l'histoire, avec le personnage de Keiko. C'est très cohérent avec l'ensemble et moi ça m'a bien plu. On va beaucoup parler de la guérison, de guérir concernant Keiko. Sa famille n'arrête pas de lui dire qu'il faut qu'elle guérisse, de lui demander quand elle va guérir et de parler de guérison parce qu'elle n'est pas normale, parce qu'elle n'est pas dans la norme. Et c'est très intéressant parce que on voit bien que Keiko, c'est pas juste une femme qui, comme je le disais, hein, qui a une vie telle qu'elle est et qui ne s'épanouit pas dans cette vie. On voit bien qu'elle est différente et d'ailleurs elle en parle puisque quand elle est jeune, elle a des réactions à certaines choses qui se passent autour d'elle qui sont peut-être très différentes de réactions qu'on pourrait attendre, qui sont cohérentes et logiques quand on est dans son esprit, mais vues de l'extérieur qui peuvent paraître très violentes ou très étranges. Et c'est vraiment intéressant parce que tout cet aspect autour de la guérison, on voit bien que ça ne concerne pas uniquement sa manière de vivre, mais bien sa personne. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a un aspect santé mentale derrière tout ça, parce que justement ces références au passé, à des événements passés, à son évolution, montrent bien que l'autrice souhaite traiter de thématiques de santé mentale. J'imagine d'autisme, mais j'ai pas du tout la capacité de diagnostiquer quoi que ce soit, donc je n'en suis pas sûre, il faudrait que je me renseigne. Mais voilà, c'est intéressant je pense. C'est d'autant plus intéressant que comme on est dans l'esprit de Keiko, on comprend et on arrive à suivre sa logique que les autres ne peuvent pas suivre, parce que eux sont extérieurs et voient des choses sans avoir tout le raisonnement qui a mené Keiko à telle ou telle réaction. Et donc, comme je vous le disais aussi, forcément du coup, on la voit agir en mimétisme, on la voit comprendre que ce qu'elle fait, bien que ça lui semble logique, bah, ça ne l'est pas pour les autres, que ça inquiète ses parents, ça inquiète sa famille, ça inquiète sa sœur, ça crée des problèmes, et elle apprend à vivre par mimétisme. Et donc, par exemple, elle va parler tout un moment d'une de ses collègues qui a à peu près son âge, et elle va regarder les marques de vêtements qu'elle met, elle va regarder les styles de vêtements qu'elle met, et elle va aller faire son propre shopping en fonction de comment s'habille sa collègue, parce qu'elle pense que c'est ce qu'on attend d'une femme de 35 ans, japonaise. Donc elle prend un modèle et elle suit ce modèle. De la même façon, les manières de parler, elle dit bien qu'elle elle imite un petit peu les manières de chacun, elle adapte la façon de parler à la situation, tout ça pour elle c'est de la réflexion, vous voyez, c'est pas naturel. S'insérer dans la norme sociale n'est pas naturel, c'est un effort de sa part, c'est une réflexion qu'elle doit mener, c'est du mimétisme, mais du mimétisme réfléchi, pas le mimétisme comme un enfant qui va vous imiter quand il vous voit faire quelque chose. Là, ça lui demande vraiment un effort, et c'est très intéressant parce que on en revient à la santé mentale, mais on parle aussi du regard des autres sur l'individu qui n'est pas normé, qui n'est pas dans la norme, qui n'est pas comme tout le monde en fait. Autre point que j'ai trouvé très intéressant, et après je vous laisse, c'est tout l'aspect perte de vie intime quand on n'est pas comme tout le monde, quand on ne vit pas comme tout le monde, quand on a une vie en marge, quand on a une vie qui n'est pas conforme à ce que la société attend de vous. Je m'explique. Keiko, par exemple, du fait qu'elle n'est pas mariée, qu'elle n'a pas d'enfant, on se permet notamment à un repas entre amis, de lui dire eh bien, inscris-toi sur un site de rencontre, je vais te présenter des amis, bon écoute, t'es plus très fraîche, t'es plus très jeune, mais il y a moyen de trouver quelque chose, épouse n'importe qui, comme ça au moins, c'est bon, tu seras mariée, quoi, tu seras comme tout le monde, tu seras normal, quoi. Et on se permet tout le temps de rentrer dans sa vie intime, de lui poser des questions, et avec un ton qui se veut une façon de faire qui est légitime, quoi. C'est légitime de se permettre de lui poser des questions intimes, c'est légitime de se permettre de se mêler de sa vie privée, c'est légitime d'exiger d'elle des réponses. Par exemple, quand on lui demande pourquoi elle travaille encore en temps partiel comme une étudiante, eh bien on attend d'elle une réponse. Elle a dû inventer toute une excuse et un mensonge pour être cohérente et qu'on lui foute la paix en fait. Et il y a tout ce côté... on se permet
Si vous n'êtes pas conforme à la norme, si vous ne représentez pas quelque chose de cadré, j'allais dire d'imposant, c'est pas le terme, mais de respectable, eh bien on peut se permettre de s'immiscer dans votre vie, on peut se permettre de rentrer chez vous comme ça, on peut se permettre de vous poser des questions qui ne concernent personne, on peut se permettre de vous juger, de lever les yeux au ciel, d'avoir un air dégoûté, de vous dire des choses désagréables, de vous heurter, voilà, même si Keiko, elle, ça la touche pas tellement, mais en fait plein de gens ça les touche, hein, au même titre que quand on demande à une femme quand est-ce que tu vas avoir des enfants, enfin voilà, vous voyez, toutes ces réflexions qui sont aujourd'hui, heureusement qu'on conscientise un petit peu, quoi. Mais c'est hyper intime, en fait, tout ça, et c'est des choses qui ne concernent pas autrui. Je veux dire, même si c'est votre sœur, même si c'est une amie très proche, il y a des choses qu'on n'a pas à demander aux gens, parce que c'est intime, et que si la personne veut en parler, elle le fera. Si elle ne le veut pas, vous n'avez pas à la forcer à vous répondre, quoi. Et bref, là c'est d'autant plus marqué qu'on voit bien qu'on est dans un contexte de Japon assez traditionnaliste. On sait que le Japon, enfin en tout cas pour m'être un petit peu renseigné sur tout ça, je sais que le Japon est très traditionnaliste. Je sais qu'au Japon il y a un âge pour se marier et après on est un petit peu périmé. Je sais qu'il y a une grosse importance accordée, mais peut-être pas qu'au Japon, hein, je pense dans la société, dans les sociétés asiatiques de manière générale, puisque c'est un petit peu ce que j'avais vu quand j'avais lu Kim Ji-young, c'est que une femme doit se marier, une femme doit faire des enfants, on attend de vous que quand vous fassiez des enfants, eh bien vous arrêtiez de travailler pour vous occuper de vos enfants. Voilà, c'est des sociétés qui sont très très normées concernant la famille, c'est des sociétés où la tradition familiale est très importante, où chacun a un rôle très défini, et c'est de ça aussi dont parle l'œuvre. C'est très court, ça fait 145 pages, donc ça se lit très vite, mais ça n'est pas pour autant dénué d'intérêt. C'est vraiment une tranche de vie, c'est-à-dire que même si on a des petits retours un peu par moment dans le passé, ça reste très court, c'est sur une période donnée assez courte, mais ça donne toute la teneur de la réflexion de l'autrice autour de tous ces sujets que j'ai évoqués, et ça permet de se plonger dans la vie d'une personne à un moment donné, mais qui est un exemple de tellement plein d'autres personnes et plein d'autres vies et plein d'autres individus à travers plein de sociétés différentes, que c'est typiquement ce genre d'exemple un peu édifiant comme ça. Bref, donc vous l'aurez compris, j'ai apprécié ma lecture, c'était très intéressant, ça pose plein de questions très intéressantes. J'ai beaucoup aimé le personnage de Keiko qui est attachante, même si elle ne se... Enfin, elle n'a pas été pensée, j'ai pas l'impression qu'elle ait été pensée pour être attachante, mais elle l'est parce qu'elle est très sincère, très franche, parce qu'on voit bien qu'elle ne comprend pas plein de trucs et qu'elle fait pas exprès de pas comprendre, c'est juste que pour elle, la logique n'est pas la même, elle a une autre logique, une autre façon de penser, une autre façon de voir la vie, qui fait que, eh bien, ce qui est la norme, ce qui semble être compréhensible de tout le monde, ne l'est pas pour elle. Au même titre, elle comprend bien que sa manière de vivre et sa manière d'être est incompréhensible pour autrui, et que les autres ont besoin de lui trouver des excuses pour réussir à la rentrer dans une case et à comprendre pourquoi elle est comme ça. Et bon, c'est très intéressant, je pense que c'est une œuvre très courte à découvrir. Ça rentre aussi dans ma volonté de lire plus d'autrices, notamment asiatiques. Voilà. Bref, je vais aller me coucher car je suis très fatiguée, j'ai surtout mal à la tête en fait. Demain, je vais essayer de lire les graphiques, au moins Blanc autour et Peau de mille bêtes. J'aimerais bien au moins lire ces deux-là. Carbone et Silicium, on verra, je suis pas sûre parce qu'il est quand même long. Et puis j'aimerais quand même bien attaquer aussi le petit roman qui, pareil, fait 150-200 pages et qui va se lire à mon avis très vite. On verra mon état demain. Je pense que ça ira mieux. J'ai juste besoin de dormir. Voilà. Donc je vous laisse pour ce soir. On se retrouve du coup demain. Coucou. Alors on est dimanche. Il est quelque chose comme 14h. J'ai pas encore lu aujourd'hui. Mais je vais attaquer... Oula. Je vais attaquer les meurtres de Molly Sosbourne. Voilà. Donc je vais attaquer ça. Je sais pas si je vais lire ça que ça. J'aimerais bien quand même au moins lire un graphique cet après-midi. Je vous reprends au fil de la lecture. On va voir ce que ça donne, ce petit livre qui fait donc 120 pages, donc un peu comme hier. Je pense que ça va aller assez vite à lire, ce qui est plutôt l'objectif du ridaton. Là, c'est un petit peu d'enchaîner et de faire passer tout ce qui
tout ce qui traîne et qui se lit vite. Voilà, donc je vais attaquer ça, je vous reprends après dès que j'ai un petit peu avancé pour vous en parler. Et coucou, on se retrouve du coup mardi pour clôturer le vlog de ce week-end. Je voulais le clôturer dimanche, mais j'ai terminé de lire pile dans les temps à minuit, j'avais plus le courage après, et hier j'étais pas en forme. Donc c'est pas grave, on clôture aujourd'hui, je vais vous faire un résumé de ce que j'ai lu ce week-end. Alors, j'ai lu intégralement Les meurtres de Molly Sasbourne de Ted Thompson, qui est très court, qui fait, en fait j'avais dit 150, mais ça fait, si on exclut les remerciements, les trucs et tout, 110 pages. Ça se lit très vite. Il y a 3 tomes, si j'ai bien compris, mais apparemment ils sont pas évidents à trouver parce que j'ai eu du mal à les retrouver. Mais soit. C'était une lecture qui était sympa. Ça n'était pas incroyable, mais c'était plutôt sympa puisqu'on va suivre Molly, qui est une jeune fille qui vit dans une ferme avec ses parents aux États-Unis et qui, depuis qu'elle est toute petite, sait qu'il ne faut pas qu'elle saigne parce que lorsqu'elle saigne, elle produit d'autres Molly, d'autres elle, qui sont en tout point similaires à elle-même physiquement, mais qui essaient de la tuer. Donc, je vous laisse imaginer ce que peut impliquer ne pas saigner quand on est une fille, arrivée à la puberté. Elle a tout un protocole mis en place par ses parents. Quand elle saigne, elle doit tout nettoyer avec des compresses, faire brûler ses compresses, puis, enfin bref, c'est tout un protocole assez complexe. Et si par malheur elle a oublié une goutte de sang ou que sais-je, une Molly arrive, une Molly qui a l'âge qu'elle a au moment où elle saigne. Et même si les premières heures, voire les premiers jours, cette Molly semble gentille et être une gentille jumelle, au final elle essaie de la tuer. On ne sait pas vraiment pourquoi, comment, mais l'histoire va tourner autour de ça et autour de la vie de Molly qui essaie tant bien que mal de survivre à tout ça et de faire sa vie d'adulte, etc. Donc, je vais pas trop en dire parce que c'est très court, ça se lit très vite. C'était sympa, le concept est sympa, l'écriture est pas mal. Après, comme c'est très court, c'est un petit peu compliqué de... Vous voyez, on a l'impression, enfin moi j'ai eu l'impression en tout cas qu'il manquait un peu quelque chose, enfin je voulais en savoir plus. Mais c'est peut-être tout l'intérêt de lire la suite, je ne sais pas. En tout cas, j'ai trouvé que la fin était plutôt intéressante et les solutions apportées à toutes les problématiques développées étaient plutôt intéressantes. Enfin, il y a quelque chose avec ce livre qui fait que c'est vraiment pas mal, mais il manque un petit truc. Donc voilà, je vais pas trop plus m'étendre, je vous laisse découvrir si ça vous intéresse. En tout cas, ça a au moins l'avantage d'être relativement original dans le concept de base. C'est plutôt pas mal écrit, ça se lit vite. Si vous avez l'occasion de le découvrir, faites-le. Ensuite, deuxième livre que j'ai lu, c'est Peau de mille bêtes de Stéphane Fer. Je vous l'avais montré, je vous ai mis des images, je pense que je vous ai mis des images. C'était une excellente lecture, j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture, à tel point que si je trouve l'occasion, je me le prendrai parce que j'aimerais bien le relire et qu'il était vraiment super. Dans Peau de mille bêtes, en fait, on va suivre l'histoire d'une femme, d'une humaine, qui est poursuivie par les hommes de son village parce qu'elle est très belle, etc. Donc ça fait penser un petit peu à La Belle et la Bête ou à ce genre de conte un peu typique, vous voyez, enfin, ces histoires typiques de contes, quoi, où une jeune femme n'est intéressante que par son physique, etc. Enfin bref.
Et elle s'enfuit du village, elle va dans la forêt pour avoir la paix, elle rencontre un espèce de roi de la forêt un peu bizarre qui lui propose une sorte de marché où en gros il l'épouse, il l'accueille avec lui et elle est un peu libre de faire ce qu'elle veut quoi. Et de cette union, donc ça c'est le tout début, hein, de cette union naît une enfant qui s'appelle Ronce. Assez rapidement, sa mère qui est humaine va mourir. L'histoire de base, c'est un conte typique, vraiment. C'est la femme qui épouse un roi, qui a une enfant, l'enfant qui se retrouve orpheline de maman et la réaction ensuite du père, etc. Ça ressemble fort à Podane. Voilà, si vous connaissez Podane, vous voyez de quoi je veux parler. Ça a vraiment un côté Podane, c'est volontaire. Je pense que c'est une sorte de réécriture de Podane et d'autres contes aussi. Mais c'est tellement bien fait, tellement bien pensé, tellement intelligent et tellement beau en plus d'un point de vue esthétique. C'est vraiment une réécriture de conte impeccable à mon sens. Déjà premièrement parce qu'on va retrouver Ronce qui va être dans la position où elle est le personnage fort et c'est à elle de sauver le prince entre guillemets. Ensuite parce que c'est un peu, comment on peut dire, j'ai perdu le terme pour dire ça, mais vous savez, Inception, c'est-à-dire qu'on va parler de livres, on va parler de contes, on va parler d'histoire et de tout ce que peuvent apporter les livres et les histoires dans la vie d'un être humain, de n'importe qui en fait. Donc l'aspect rêve, l'aspect voyage, l'aspect amour, enfin voilà, tout ce qu'apportent les livres dans la vie des personnes qui lisent. Ça va parler de nature, ça va parler d'abus aussi, et ça va parler de tout ce que l'orgueil d'un homme, et je dis bien un homme avec un petit H, peut causer comme dégâts à la nature, peut causer comme dégâts autour de lui par orgueil, par fierté, par volonté de posséder, par... comment on peut dire ça, par envie en fait tout simplement. Et ça va beaucoup parler de ça, justement. Ça va beaucoup parler des rapports hommes-femmes, ça va beaucoup parler de la manière dont se comportent les hommes, notamment vis-à-vis des femmes. Ça va parler de rapports hétéronormés, ça va parler de toutes ces choses très intéressantes et très intelligentes, et c'est bien fait en fait. Ça va parler beaucoup de nature, de respect de la nature. Ça va parler du traitement des animaux, de la manière dont on les perçoit, dont on les traite. Il va y avoir une petite pointe d'humour avec la sorcière fée, je vous laisserai découvrir, c'est hyper drôle, qui raconte un peu l'histoire, qui est un petit peu la narratrice et qui est assez drôle, qui est un personnage assez décalé par rapport au reste de l'histoire finalement. Enfin, ça m'a vraiment fait penser à tout ce qu'on peut voir quand vous êtes une femme et que vous vous baladez dans la rue et que des hommes vous interpellent et que vous les ignorez ou que vous les envoyez bouler et que vous passez de et princesse à sale, etc. Il va y avoir un peu ça aussi, ce côté la femme objet de désir qui est, quand elle rejette et quand elle refuse, eh bien devient l'objet de l'opprobre, des insultes, des humiliations. Ça parle aussi de ça et c'est aussi très bien fait. Et ça va parler d'amour, mais surtout, et c'est ça le plus important, ça va parler de respect de la personne aimée. Qu'aimer quelqu'un, c'est aussi et avant tout respecter ses choix. Et je ne vous en dirai pas plus, je vous laisse découvrir. Respecter ses choix, respecter que ça puisse se passer autrement que ce qu'on voulait. Et c'est aussi, et c'est ce dont parle le livre, savoir se choisir par moment, savoir faire la part entre le sacrifice et ce qu'on estime être nécessaire pour la personne aimée, mais aussi quand il faut choisir sa propre personne. Bref, ça parle de vraiment beaucoup de choses, ça traite beaucoup de sujets, mais ça le fait bien, ça le fait intelligemment, c'est pas trop long, c'est pas trop chargé. On voit tous ces sujets défiler, on voit tous ces aspects contes, tous ces aspects misogynie traités très intelligemment. Il faut le lire en fait parce que c'est vraiment très très bon. Je vous préviens cependant qu'il y a des scènes de sexe qui ne sont pas franchement explicites, mais du coup c'est pas non plus un livre jeunesse, hein, concrètement. C'est pas à mettre dans les mains des plus jeunes lisant des graphiques. C'est très bien fait, hein, c'est pas du tout ni explicite, ni vulgaire, ni quoi que ce soit, mais voilà, je préfère vous le dire. En tout cas, dans tous les cas, je vous invite avant d'offrir un album à un enfant à le lire de manière à être sûr que le contenu est en adéquation avec votre manière de penser et avec l'âge de l'enfant à qui vous l'offrez, quoi qu'il arrive. Donc, découvrez Peau de mille bêtes, lisez-le parce que c'est vraiment une excellente lecture que j'ai adorée. J'ai adoré tout de bout en bout. Que ce soit l'histoire, que ce soit les sujets traités, la manière dont c'est traité et que ce soit les illustrations, tout était magnifique. Et du coup, j'ai très envie de découvrir tous les graphiques de Stéphane Fer parce que ça a l'air assez incroyable. Et donc, dans cette lignée-là, j'avais aussi emprunté
J'avais aussi emprunté Blanc autour, qui est aussi illustré par Stéphane Fer, mais qui, si j'ai bien compris, est scénarisé par Wilfried Lupano, qui est sur un tout autre thème et sur tout d'autres sujets, puisque là, on va parler en fait de la scolarisation des jeunes filles noires aux États-Unis et de tout ce qu'implique la volonté de ces jeunes filles à vouloir s'instruire. Donc on va suivre une institutrice qui a une école pour filles blanches et qui décide un petit peu par militantisme de transformer son école de jeunes filles blanches en école pour jeunes filles noires avec un pensionnat. Et évidemment, tout ce que ça va impliquer dans la communauté, tout ce que ça va impliquer en termes de relations sociales, puisque c'était une femme qui était reconnue, établie, admirée par la communauté parce qu'elle est institutrice, parce qu'elle est, voilà, elle a toutes les qualités d'une institutrice respectable, et que du jour au lendemain, elle se met à accueillir des jeunes filles noires, et que ça, c'est très très mal perçu, vous imaginez bien. Il va y avoir des petites pointes au-delà de l'aspect évidemment autour du racisme, des petites pointes de féminisme, puisqu'à plusieurs moments les filles disent bien qu'elles ont la double tare entre guillemets d'être, en plus d'être noires, d'être des femmes. Ça va parler de sorcières un petit peu, ça va parler de différences entre hommes et femmes, quelle que soit la couleur de peau, enfin voilà. Ça va parler de racisme avant tout et de l'éducation des jeunes filles noires, mais il y a d'autres thèmes qui sont suggérés, qui sont évoqués, qui sont très intéressants. À la fin de Blanc autour, vous avez tout un petit dossier que je n'ai pas encore pris le temps de lire, mais je vais le faire. Concernant, eh bien, je pense, les personnes qui ont ouvert en réalité une école pour jeunes filles noires, à mon avis. Donc je pense que ce sont ces deux femmes. Et je crois aussi que ça va parler des premières jeunes filles noires à avoir fréquenté une école officielle, en fait, une vraie école et pas une instruction à la maison, ou voilà. Je pense que ça va parler de ça. Il faut que je le lise, j'ai pas encore pris le temps. Encore une fois, évidemment, les dessins sont magnifiques. On a des planches entières, vous voyez, avec des modulations juste de lumière qui montrent le temps qui passe. Enfin, moi, c'est typiquement ce genre de planche que j'adore, où vous voyez, tout se fait par le dessin, et vous comprenez l'intention, vous comprenez le temps qui passe, vous comprenez voilà, tout ce que c'est censé vouloir dire. Et il n'y a pas besoin de paroles pour ça, juste avec les dessins, en gardant le même point de vue et en changeant quelques détails et la colorimétrie. Eh bien, on vous fait passer plein d'idées, et je trouve ça génial. C'était vraiment très très intéressant. Je pense que c'est une lecture importante à faire. Je savais que c'était une bonne lecture, je l'ai vu passer plein de fois, mais encore une fois, ça c'est un livre que typiquement j'aimerais beaucoup avoir en ma possession, parce que c'est un très bon livre et qu'il me semble nécessaire qu'à un moment ou à un autre, il soit mis entre les mains d'enfants, enfin peut-être plus d'enfants, mais en tout cas de préadolescents, parce que ce sont des sujets essentiels, et que ce genre de médium, ce genre de média permet de faire passer des idées, de faire passer des connaissances, de faire passer plein de choses sous un format qui est agréable, qui n'est pas rébarbatif. C'est du graphique, ça se lit vite, ça se lit bien, c'est beau, enfin vous voyez, c'est typiquement ce genre de supports qui sont très pédagogiques en fait. Beaucoup de planches comme ça, vous voyez, avec pas d'écriture quoi. Moi j'adore ça. Donc voilà, c'était les 3 dernières lectures que j'ai fait. Je n'ai pas attaqué Carbone et Silicium, alors que je voulais. Je pense que je vais le lire ce soir. J'aimerais bien pour le ramener demain à la médiathèque, tant qu'à faire. Mais je suis sur d'autres lectures en parallèle. J'ai repris mes lectures d'avant Ridaton. Donc il faudrait peut-être que je m'occupe aussi de terminer un peu tout ça et de clôturer tout ça. Voilà, donc je vais vous laisser là pour le petit vlog Ridaton. C'était très sympa, c'est dommage que j'étais pas en grande forme, du coup j'ai pas autant lu que ce que j'aurais aimé, puisque j'avais un peu l'intention de lire, en plus de ma palle, déjà de lire ma palle, hein, ce que j'ai pas fait, et de lire d'autres trucs à côté, puisque j'ai des lectures communes, etc. Et au final, j'ai lu ça, ce que je vous ai montré, et puis un petit peu ma lecture commune avec Pénélope, mais pas tellement plus, parce que voilà, j'étais pas en état, donc c'est pas grave. Voilà, je me rattraperai plus tard. Je remercie évidemment Nina Quill d'avoir organisé ce Ridaton. C'est toujours sympa d'organiser des petits événements où on est tous ensemble en train de faire la même chose, entre guillemets, et où on peut échanger des pales, d'échanger des idées, ou après ça fait des vlogs à regarder, c'est toujours super sympa. Je vous laisse, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!